Merci, bonjour, Clément Sarrazin, je suis urologue au CHU de Grenoble. Merci au comité d'organisation pour cette invitation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation, excepté l'intérêt que je porte à cette thématique. On m'a demandé de défendre l'Urolift. Bon, je pars avec un handicap parce que on sait que dans les débats, c'est souvent le dernier qui a parlé qui remporte l'adhésion du public. J'ai moins de galons que mon contradicteur et j'ai une moins belle chemise, donc malgré ça, je vais quand même essayer de vous convaincre. Et pour ça, je vais vous expliquer comment j'ai été convaincu. Bon, on revient à Lyon en 2019. Je suis interne, en interchu, influençable, et je rencontre un professeur visionnaire qui débute son activité d'Urolift. C'est révolutionnaire, dit-il. Mais professeur, est-ce qu'on n'avait pas déjà tous les traitements qu'il nous fallait pour traiter l'HBP? Bon, vous ne me l'aviez pas cité à l'époque parce qu'elle n'était pas sortie, mais je suis sûr que vous l'auriez fait. Cette revue systématique citée par le professeur Lebdaï qui évaluait les attentes, les préférences et les valeurs des patients pour le diagnostic et le traitement de l'HBP mettait en évidence que les patients sont prêts à privilégier des options moins risquées, quitte à tolérer des symptômes pour éviter les risques. Et les effets indésirables sexuels sont importants chez les patients qui ont une fonction sexuelle au départ. Vous êtes peut-être familier de cette figure du professeur Nicolas Cornuc, et je le remercie de me permettre de l'utiliser. Vers la droite, la meilleure désobstruction qui permet une meilleure durabilité, une meilleure amélioration des symptômes. Vers le haut, les complications avec les hémorragies ou les dysfonctions sexuelles en exemple. Avant l'apparition des traitements mini-invasifs, la réflexion était assez binaire. On commençait par les traitements qui avaient une efficacité symptomatique assez modeste, mais des effets indésirables également modestes. Et puis en cas d'échec, de complications, de mauvaise tolérance, on proposait la chirurgie qui permettait les résultats les plus durables, la meilleure efficacité symptomatique au prix de complications. Et c'est dans ce contexte que sont apparus les traitements mini-invasifs de l'HBP, les MIST pour Minimal Invasive Surgical Treatment, qui constituent en fait un compromis plus efficace que les médicaments, mais sans les complications de la chirurgie. Bon, ok, j'ai saisi le rationnel, professeur, et maintenant, comment ça marche? Alors, c'est très simple. Le principe, c'est qu'on va décaler latéralement les lobes en les comprimant au moyen d'implants définitifs. Deux extrémités à ces implants, une extrémité en acier inoxydable dans la partie urétrale, une extrémité en nitinol reliée pour l'extrémité capsulaire, reliée par un monofilament. La pièce à main va être introduite dans l'urètre, on comprime le lobe, on appuie sur une première gâchette qui déploie une aiguille creuse qui, en se retirant, déploie l'extrémité capsulaire. Puis on met légèrement en tension le fil et on libère l'extrémité urétrale. C'est une procédure qui se fait en ambulatoire dans tous les cas, éventuellement sous anesthésie, mais c'est largement décrit sous anesthésie locale. 4 implants en moyenne par procédure. C'est rapide, ça dure une dizaine de minutes et pas de sonde en systématique. Ok, professeur. Allez, si on est au bloc. Donc tu verras, c'est très simple. Une cystoscopie prudente, il ne faut pas faire mal au patient si on est sous anesthésie locale. Il ne faut pas faire saigner pour qu'on voit quelque chose. Ça nous permet d'apprécier la morphologie de la prostate. Oh, ici. Allez. Voilà. Ok. Vidange de la vessie, et là le plus dur est fait. Vidange de la vessie, et on remplace la gaine du cystoscope par la pièce à main. Donc il faut imaginer, il faut revoir un petit peu son logiciel, c'est une chirurgie de la commissure antérieure. Et l'objectif, c'est de créer un chenal antérieur en décalant les lobes vers le haut. C'est pour ça que les implants, on va les placer entre 10 et 11 heures et entre 1 et 2 heures. On comprime, on comprime le lobe, on déploie l'aiguille, vous allez voir, entre les deux morts. Ça permet de libérer la première extrémité. On met en tension le fil et on jauge de la tension jusqu'à voir le petit repère qui est en fait virtuel, hein, qui est un jeu de lumière. À ce moment-là, on coupe le fil, ce qui permet de déployer l'extrémité urétrale. Et on répète ça pour le lobe contralatéral. À l'issue de ça, on a un chenal antérieur qui est créé avec théoriquement une vision du fond de la vessie depuis le verru montanum. Je vais passer.
Bon, et puis c'est vrai qu'en 2019, vous aviez largement assez d'arguments pour être convaincu. En 2013, l'essai Lift, le premier essai pivot de l'Eurolift contre placebo, qui montrait, malgré un excellent essai placebo avec -6 à l'IPSS à 3 mois, une supériorité de l'Eurolift et des résultats qui étaient maintenus à 12 mois avec un délai maximum augmenté de 4 minutes par seconde. L'Eurolift a été évalué contre le gold standard, la RTUP, à 1 an publié dans l'European Urology, à 2 ans publié dans le BJU, avec des résultats qui se maintenaient, une amélioration symptomatique qui était un petit peu moins bonne au niveau des scores dans le bras Urolift, mais une qualité de vie qui était identique et une récupération plus rapide. L'étude Lift, qui était l'essai pivot, a eu un suivi qui s'est prolongé jusqu'à 5 ans, avec quand même 75% des patients qui étaient suivis, et avec des résultats qui se maintenaient dans le temps. Il y avait tout de même un taux de retraitement pour persistant des symptômes de HBP autour de 13,6%, donc autour de 2% un peu plus de 2% par an, ce qui est un peu supérieur à une RTUP. Et on a eu en 2019 des données en vie réelle sur plus de 1400 patients dont les suivis étaient échelonnés jusqu'à 24 mois, avec des améliorations qui étaient assez cohérentes avec ce qu'on retrouvait dans les RCT, et surtout 84% des patients qui n'avaient pas de sonde à l'issue de la procédure. A noter que dans l'intégralité de ces études, il y avait eu 0% de dysfonction sexuelle de novo, pas de trouble de l'éjaculation, pas de dysfonction érectile chez les patients qui avaient une fonction préservée au départ. Donc la balance bénéfice-risque, elle semble quand même favorable. 0% d'effets indésirables sexuels, une bonne amélioration symptomatique, pas de sonde dans 80% des cas, un retour à l'activité préopératoire qui est de 8 à 11 jours et donc bien inférieur à ce qu'on peut s'attendre après une chirurgie ablative conventionnelle, des complications qui existent mais qui sont plutôt transitoires, précoces et bénignes, et pas d'interférence avec les chirurgies ultérieures. Si on a besoin de faire une énucléation, une résection, on peut le faire. Il faut simplement bien faire attention à ne pas attraper dans le morcellateur l'extrémité urétrale, bien l'enlever avant si on fait une énucléation après ça. Il y a quand même des points négatifs, des complications qui restent fréquentes, des douleurs missionnelles ou pelviennes, hématurie dans jusqu'à 50% des cas, infection urinaire jusqu'à 10% des cas, rétention aiguë d'urine 15% des cas, avec des sondages de 48 heures qui permettaient de résoudre le problème. Une des principales considérations au départ, c'était les réinterventions, 6% par an, qui englobaient à la fois les réinterventions pour complications et pour récidive de symptômes, et c'était essentiellement dû à des incrustations d'implants intravésicaux sur les techniques initiales où on prenait moins de précautions, où on se mettait plus proche du col vésical. Là, il est actuellement recommandé de se mettre à 1,5-2 cm du col pour éviter de déployer les implants à l'intérieur de la vessie. Basé sur toutes ces données, les indications, et elles étaient identiques en 2019, et l'European Association of Urology recommandait l'Urolift avec un niveau de preuve strong 4, le plus haut niveau de preuve pour un MIST, et ça a été le premier MIST à faire son apparition dans les recos, première mention en 2015, recommandé avec un grade strong 4 en 2017, pour des prostates de 70 ml sans lobe médian, chez les patients intéressés pour préserver leur fonction éjaculatoire. Les critères de volume et de lobe médian, c'est égard aux critères d'inclusion des RCT finalement. Ça veut dire que chez ces patients, si on veut se mettre dans les mêmes conditions que les RCT, il faut leur faire une fibro avant la chirurgie pour ne pas indiquer des patients qui ont un lobe médian, ce qui peut arriver dans à peu près 20% des cas. La position du CTMH dans les nouvelles recommandations qui vont paraître bientôt, l'Urolift est recommandé avec un grade A pour un volume de 80 ml sans lobe médian chez les patients intéressés pour la préservation de la fonction sexuelle. Dans les diagrammes, deux types de patients cibles, des patients modérément âgés qui souhaitent préserver leur fonction sexuelle ou des patients à haut risque chirurgical parce que ce sont des chirurgies qu'on peut faire sous anesthésie locale. Bon, voilà. Donc là, c'est pour la petite histoire. L'épreuve était solide à l'époque. Et là, on me propose ce sujet et mon contradicteur est le professeur visionnaire. Curieux. Pour chercher la cause de ce désamour, j'ai été regarder la littérature. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Lyon jusqu'à maintenant ? En 2019, l'étude Medlift, qui valide quand même l'emploi de l'Urolift pour les prostates avec un lobe médian, en utilisant 1 à 2 agrafes pour comprimer ce lobe médian, des résultats symptomatiques excellents avec un suivi à 12 mois, une fonction sexuelle préservée.
l'étude Pulsar, qui était une étude qui évaluait l'efficacité de l'Urolift chez les patients en rétention pour le sevrage de la sonde. Et là encore, un taux de sevrage de sonde inférieur à la RTUP, mais quand même intéressant chez des patients qui ne sont pas endormables et chez qui on n'aurait peut-être rien proposé du tout à part un sondage chronique. 80% sans sonde à 1 an. Et puis les données de l'AUA évoquées par le professeur Lebdaï tout à l'heure, avec les résultats préliminaires de l'essai CLEAR qui randomisait l'Urolift versus le Résume, avec une meilleure récupération à 1 mois, pas de sonde à J3 dans 100% des cas pour l'Urolift, une amélioration plus rapide de l'IPSS et de la qualité de vie, moins d'impact sur la reprise des activités, une meilleure satisfaction des patients. À savoir qu'après, à partir de 3 mois, tous ces critères étaient revenus à égalité. Et enfin, en 2020, là encore, elle a eu en 2024 un essai de l'Urolift versus traitement médicamenteux, tamsulosin en première intention chez des patients naïfs de traitement, avec des résultats qui étaient supérieurs dans le groupe Urolift, une amélioration de l'IPSS de moins 10 versus moins 2,9, une meilleure amélioration de la qualité de vie, une amélioration de la fonction sexuelle et une meilleure satisfaction. Et puis, donnée importante, en 2023, l'inscription du matériel au livret des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale pour une durée de 5 ans, avec pour population cible des patients qui présentent des symptômes du bas appareil urinaire en relation avec une hyperplasie de prostate, des prostates de 30-80 cc sans lobe médian, qui présentent une échec ou une intolérance aux médicaments et qui refusent ou qui sont contre-indiqués à la chirurgie. C'est un geste qui est bien valorisé, il y a une tarification au séjour qui est plutôt assez bonne, meilleure avec anesthésie, une cotation à l'acte qui a été créée, valorisée 106 €, et puis un remboursement des dispositifs qui, au prix de vente actuel par Teleflex, couvre 4 implants. Donc c'est un remboursement à la procédure qui permet de rembourser 4 implants. Je vous ai dit tout à l'heure que le nombre moyen d'implants chez les patients, c'est 4. Ceux qu'on n'utilise pas pour un patient, on peut les garder pour les implanter chez un autre. Donc, a priori, ce remboursement de dispositif permet à peu près un jeu à somme nulle, et donc l'établissement est remboursé par le GHS et l'ACT. Il y a quand même nécessité d'un investissement de matériel spécifique avec un cystoscope qui coûte environ 2500 € par pièce. Donc voilà, c'est bien valorisé. Alors je vous vois venir avec votre casquette d'uro-oncologue. Oui, mais est-ce qu'on va pouvoir leur faire des IRM? La bonne nouvelle, c'est oui. Ces implants, ils sont compatibles avec l'IRM jusqu'à 3 Tesla. Alors, effectivement, il y a des artefacts métalliques, mais uniquement aux dépens de l'extrémité urétrale en acier inoxydable. Il n'y a pas d'artefact au niveau de l'extrémité capsulaire. C'est un artefact qui est surtout aux dépens de la zone transitionnelle plutôt postérieure, rien au niveau de la zone périphérique, plutôt en séquence de diffusion que en T2. Effectivement, ça dégrade la qualité des images, mais avec un taux d'agrément inter-lecteur qui est assez mauvais, avec des gros deltas. L'impact clinique qui semble limité là, c'est que exploratoire, on n'a pas de données sur la détection du cancer, mais la plupart des cancers sont issus de la zone périphérique ou de la zone transitionnelle antérieure, et a priori ça n'empêchera pas la détection du cancer de prostate. En pratique, de toute façon, tous les traitements de l'HVP entraînent une mauvaise des artefacts, des mauvaises IRM en post-opératoire, et donc il faut dépister avant avec le toucher rectal, avec le PSA, la densité de PSA, et proposer éventuellement IRM et biopsie avant la chirurgie en cas de doute. Transpérinéal, si vous êtes équipé. En conclusion, je vais en appeler à la sagesse de ce monsieur, professeur Dan Elterman, qui est monsieur MIST outre-Atlantique, qui a publié dans ce papier à l'European Urology Focus l'année dernière le concept de First Line Interventional Treatment, qui est en fait le MIST idéal, qui devrait être une technique simple, proposable en ambulatoire, sous anesthésie locale, sans sonde, avec une récupération rapide, une efficacité permettant un résultat durable, supérieur aux médicaments, une préservation de la fonction sexuelle, pas de complications, et compatible avec futurs traitements. Bon, l'Urolift ne coche pas toutes les cases, mais la plupart quand même, en tout cas plus que les MIST qui sont proposables à l'heure actuelle, et en plus il est remboursé par la Sécu. Partant de ce constat, je ne vois pas bien pourquoi on ne le proposerait pas largement chez les patients indiqués. Alors professeur, qu'est-ce qui s'est passé?